Donc, bienvenue au sprint 38, Easy Mesure. Un sprint assez long puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en décembre. Le thème du dernier sprint, c'était 3615 Père Noël parce qu'on avait fait pas mal de choses, de petites fonctionnalités, voilà, sympa. On a dû annuler le sprint, enfin la revue de sprint 37 parce que agenda, vacances, etc. Et puis on avait des choses à faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le sprint 38 qui s'appelle Vainqueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 2020 qui commence et puis qu'on a commencé un travail sur Docker, sur lequel je reviendrai. Le sommaire, les rubriques classiques, communication, Easy Parse, Analogist, Easy Mesure. Je passe rapidement. Voilà. Communication, nos grosses métriques. Pendant le sprint, donc depuis décembre, on a eu 8 installations. Hein, le rythme des installations, c'est le rythme de croisière. Voilà. On a fait 9 supports, 9 rendez-vous personnalisés. Ça nous a pris une douzaine d'heures à peu près. Donc, c'est toujours pareil. Si vous avez besoin qu'on vous assiste dans une installation ou qu'on vous explique des choses ou qu'on configure ensemble des choses, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail. On vous demande en fait des créneaux dans lesquels vous êtes disponible, à peu près une demi-heure, une heure. On se fixe un rendez-vous et puis on se parle. L'idée, c'est qu'on fait ça en partage d'écran et donc on vous guide sur votre machine généralement ou sur votre interface et c'est vous qui manipulez. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, tout marche. Donc, une douzaine d'heures. On l'a fait encore hier et avant-hier, hier et la semaine dernière. C'était tous les deux. Bourgogne, c'était quand? C'était hier aussi. Ah oui, j'en ai fait 2. Non, c'était Toulouse hier et Bourgogne, c'était une création d'espace. Ah oui, une création d'espace. Ouais. Ils avaient chargé tout seuls, en fait. Ouais. Donc, on a eu 2 nouveaux établissements qui ont uploadé des données dans Easy Mesure, donc hier. Voilà. Et donc, c'est pas mal. Donc, un petit détail sur les supports. Donc, Sorbonne Université, l'INSA de Lyon. On a eu une réunion aussi avec les interlocuteurs techniques Carlo de la Bibliothèque nationale du Luxembourg pour préparer aussi la migration. Hein. On héberge pour eux un EasyMetrics, je reviendrai dessus. Et à terme, on leur permettra de rapatrier ces données. Donc, on en a un peu discuté. On a aussi pas mal, c'est pas terminé, échangé avec les Hospices civils de Lyon pour leur mise en place d'EasyParse. Ils sont dans un cas un peu particulier, qui est assez intéressant, mais parce qu'en fait, le seul moyen qu'ils ont pour eux, c'est d'analyser tout le trafic. Donc ça fait beaucoup de choses et ils ont un outil qui est pas classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de traiter. Donc on est en train de voir avec eux pour être sûr que ce qu'ils mettent en place correspond bien à la réalité de leur consultation. La bibliothèque de Cujas, le CNAM et puis Toulouse Business School hier. Voilà. Alors ça, c'est un slide qui montre en fait comment on pourrait étendre notre domaine d'action en ce qui concerne l'open access. Donc notre cœur, c'est quand même tout ce qui est payant, mais on a envisagé de candidater pour un appel européen qui s'appelle EOSC, pour voir éventuellement comment on pourrait se positionner. Et donc, ce schéma, on l'a élaboré dans l'optique de cette candidature qui n'aura pas lieu, en fait, parce que, en fait, suite aux discussions qu'on a eues avec les interlocuteurs qui pouvaient candidater au niveau européen, il s'avère qu'on ne va pas le faire.
ne correspond pas tout à fait au Voilà. cahier des charges attendu. Donc, cela dit, ça ne nous empêche pas de continuer à réfléchir au fait de mettre à disposition la chaîne de traitement EasyParse plus EasyMesure à ce cas d'usage spécifique qui est l'équipement d'archives institutionnelles. Donc, permettre d'utiliser EasyParse et EasyMesure pour créer des tableaux de bord dans un contexte un peu différent de celui dans lequel on travaille maintenant. Alors, je sais que Anne est en ligne, qu'elle nous écoute. Et en particulier, on pense à mettre en place un sushi endpoint. On a ça dans les projets au niveau EasyMesure pour se dire qu'on pourrait, au niveau EasyMesure, savoir générer du counter et éventuellement, du coup, pouvoir mettre à disposition ces rapports counter via un sushi endpoint au niveau EasyMesure ou un read metrics. On en reparlera aussi. Voilà. L'idée, c'est ça. Alors, on en vient au read metrics. Qu'est-ce qu'on appelle read metrics? Ça serait, là, c'est un slide qui montre en fait les différentes couches. Tout en bas, on a les outils qui permettent de donner accès aux ressources, EasyProxy, Bibliopam ou autres. Ça peut être les sites d'archives. Et puis après, à partir de ça, à partir des matériaux de traces qu'on pourrait avoir à ce niveau-là, on utilise EasyParse qui va lui filtrer et enrichir. Et puis, on va charger ça dans EasyMesure. Et donc, avec une couche élastique, une couche Kibana pour mettre à disposition les informations. Kibana, c'est le mode en mode fenêtré, en mode comment dire, interface, mais on peut avoir l'API qui se connecte directement ou le widget dont on a déjà parlé, bon, qui n'est pas forcément utilisé, mais qui est disponible pour éventuellement s'afficher sur les portails documentaires des organismes qui décideraient de l'installer. Donc le read metrics, ça serait la combinaison d'un EasyMesure plus un EasyParse facilement déployable dans un environnement donné et donc qui s'adresserait soit à des ressources payantes, soit à des ressources de type open access. Voilà, libre. Et soit même par des éditeurs. Ou même des éditeurs, tout à fait. Donc là, on généralise le dispositif EasyParse EasyMesure à tous les cas d'usage où il y a de l'accès à des ressources, que ce soit par les établissements qui utilisent un proxy, par les serveurs qui vont arriver du trafic, ou par les serveurs, les archives institutionnelles qui vont aussi arriver du trafic. Donc dans tous les cas, on a des traces d'usage qui s'accumulent dans des fichiers de log, que EasyParse est capable d'ingérer et que EasyMesure est capable de mettre en forme. Voilà. On a aussi commencé un travail sur Unpaywall. Donc, on avait initié ça aussi en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui, eux, exploitaient déjà des chiffres. Donc, on reviendra aussi dessus. Ce slide, il est un petit peu compliqué, mais c'est pour vous montrer que l'architecture, comment est composée l'architecture d'EasyParse. Donc, dans le cas des enrichissements, on parle de middleware. Et donc, il y a un middleware qui est dédié à Unpaywall. On a développé un middleware qui va interroger l'API publique d'Unpaywall, qui est activable, on en a déjà parlé. Le truc qui se passe avec Unpaywall, c'est que on va récupérer pas mal d'informations, en particulier en open access, qui sont consultées sous forme payante. Mais cette interrogation de cette API publique, il y a des contraintes en termes de volume et en termes de temps de réponse. Donc, quand on l'utilise, donc ça c'est le slide suivant, quand on l'utilise, en fait, on multiplie par 3 ou par 4 les traitements, la durée des traitements. Et donc, on a pensé qu'il serait intéressant de travailler ça et éventuellement de développer notre propre API Unpaywall. Et on est en discussion avec Unpaywall pour justement faire ça. Et éventuellement donc avoir une API qu'on pourrait interroger de façon plus massive, donc qui donnerait des meilleurs temps de réponse. Et qui du coup aussi nous permettrait éventuellement de résoudre un problème qu'on a avec Crossref, parce qu'on utilise beaucoup l'API Crossref qui a souvent des défaillances et donc qui ne répond pas.
le fait d'avoir notre propre API Unpaywall nous éviterait pas mal de requêtes Crossref parce que c'est les mêmes types d'informations, sauf qu'elles sont plus riches au niveau Unpaywall. Et donc, ça nous permettrait de faire d'une pierre deux coups. Donc ça, c'est un travail qu'on va lancer. On a préparé un sujet de stage et on va mettre un stagiaire de licence pro dessus qui arrivera au mois d'avril. Voilà. Un API spécifique, c'est ça? Donc, en fait, l'idée, c'est quand on a un événement de consultation des EasyParse, on peut contenir un DOI, ça arrive relativement souvent. Et avec ce DOI, on peut aller interroger une source de données externe, pour l'instant Crossref, pour récupérer des métadonnées bibliographiques sur l'événement de consultation, sur la ressource consultée. Et on a, donc là, aujourd'hui, quand on installe EasyParse et qu'on utilise EasyParse, c'est l'API Crossref qui est interrogée, c'est une API qui est gratuite, avec laquelle on a quelques problèmes d'accessibilité et de stabilité. C'est-à-dire il y a des fois des traitements qui échouent, parce que Crossref nous dit on ne répond plus. L'idée, c'est d'utiliser le même mécanisme et de basculer de Crossref à Unpaywall parce que avec la même clé d'interrogation, en DOI, on accède aux données bibliographiques et des informations supplémentaires sur le caractère en open access ou non de la ressource en question. Donc l'idée, c'est de changer d'interlocuteur pour faire la même chose en un peu plus riche. Voilà. Et de l'avoir ici à l'INIST. Ici, d'héberger, pourquoi pas, une image de la base, etc. Voilà. Donc là, on discute avec Unpaywall pour ça. Sachant qu'Unpaywall, en fait, c'est une petite structure qui s'appelle Our Research, qui fait différents produits, mais ils sont tout petits. Et l'accès à cette API-là serait payant, mais un prix qui leur permet à eux de continuer à offrir le genre de service qu'ils offrent. Ça sera un début de collaboration avec eux sur le sujet. Et puis là, on arrive à la section analogiste et je passe la main à Fred. Donc, comme à chaque revue de sprint, les métriques par rapport à Analogist et EasyParse, donc on a 449 plateformes recensées, donc 8 depuis le sprint précédent, qui date du mois de décembre. On a 304 parseurs qui sont actifs, donc qui fonctionnent, et dont 170 qui sont utilisés par l'ensemble des établissements de l'ESR. Donc ça, c'est des chiffres EasyMesure du mois de décembre 2019, on va y venir ensuite. Ça fait un taux de couverture de 67,71%, dont 54,93% utilisés par l'ESR en 2019. Donc avec ces nouvelles métriques qu'on propose maintenant à chaque revue de sprint, donc on voit pour l'année 2019, on a eu plus de 100 millions d'événements de consultation qui ont été chargés dans EasyMesure pour l'ensemble de l'ESR. Et donc, ces 170 parseurs qui répondent aux plateformes qui sont donc abonnées. Et donc, on voit qu'il y a un pic. Hein, la plateforme la plus consultée l'année dernière, c'était Istex, mais il y avait un gros pic de consultation au mois de février, je crois. Ce qui fait qu'en fait, les plateformes les plus consultées sont Cfunder, Kern, SenseDirect et Springer. Pour 2020, donc les 2 premiers mois de 2020, donc on voit que Istex n'est plus en numéro 1. Donc on a déjà 10 millions d'événements de consultation qui sont chargés et 155 parseurs qui sont actifs. Et les plateformes les plus utilisées, donc mis à part Cfunder, c'est Kern, SenseDirect et puis Dalos. Alors, par rapport aux mises à jour donc, des parseurs, chaque mois, nous faisons une journée parseur. Donc, ça fait l'objet d'un article de blog qui est publié donc, après ce travail, qui est fait avec Steven et Yannick. Donc, on met à jour des plateformes donc, qui sont sur le suivi des plateformes qui sont sur un Trello. On a eu notamment, suite à donc, un travail qui a été fait par Sonia sur des comparaisons entre les statistiques éditeurs, des mises à jour qui ont été faites sur la plateforme ACM et Kern, notamment. Mais on a aussi fait sur ARC, Portland Press et American Society of Hematology. Donc, le détail de ces opérations sont sur l'article de blog que je vous invite à consulter, hein, donc dans le blog easyparse.org.
Et ce qui a permis justement, donc ensuite, avec ces modifications, de retraiter tous les événements de consultation pour faire finaliser les comparaisons statistiques éditeurs et données EasyPass. Maintenant, justement, je donne la main à Steven, qui va nous parler de ses certifications un petit peu. C'est de la mise à jour d'Analogist. Donc, Analogist a subi une mise à jour au niveau de ses dépendances, donc, qui a modifié légèrement l'interface en ayant des bords un peu plus arrondis, mais ça, voilà, ça se voit pas forcément. On y a ajouté une page d'accueil qui explique ce qu'est et ce que fait Analogist, en y retrouvant des données numériques comme le nombre de plateformes ressourcées, le nombre d'analyses, de parseurs, de contributeurs et de badges. Donc ici, les valeurs sont faussées parce que bien sûr, c'est ce que j'ai moi en local sur ma machine. J'y ai ajouté 2 nouveaux champs de filtre dans la page plateforme, donc qui est pour les certifications, donc qui nous permet d'afficher les plateformes certifiées H ou P. Donc H, ça signifie qu'un contributeur a vérifié que les événements de consultation générés par EasyParse pour la plateforme correspondante à ces consultations, correspondent à ces consultations réelles. Pour la certification éditeur, donc P, ça signifie qu'il y a une comparaison entre les consultations fournies par les éditeurs et celles obtenues avec EasyParse et qu'il y a une différence significative de plus ou moins 5%. J'ai aussi rajouté un champ afficher les plateformes archivées parce qu'on pouvait archiver les plateformes mais on ne pouvait pas les retrouver dans Analogist. Une petite démonstration du champ archivage. Donc, on pouvait archiver avant une plateforme sur Analogist, et comme j'ai dit, on ne pouvait pas la retrouver. Et avec ce petit champ afficher les plateformes, on peut les retrouver et on a une icône devant qui précise qu'elle est archivée et on peut bien sûr la désarchiver. Voilà. Donc pour les certifications, il faut que la plateforme soit en plateforme à jour, donc en statut 10, et qu'elle possède au moins une analyse. Et ici, on sélectionne l'année pour la certification H. Donc pour avoir une certification P, il faut qu'il y ait une certification H au préalable. Donc ici, on va rentrer le nom de l'établissement, un commentaire, et on peut y joindre une pièce jointe pour donner plus d'informations. Donc le formulaire est assez simple. On retrouve le même pour les certifications. Hormis 2 champs, Total Rapport J1 EasyParse et Éditeur, qui nous servira pour calculer la différence des plus ou moins 5%. Ça veut dire que tous les utilisateurs d'Analogist, dans leur établissement, peuvent faire une demande de certification par rapport à leurs abonnements. C'est-à-dire que nous, on le fait au CNRS, c'est ce que j'en parle après, mais maintenant, on propose à tous nos collègues de certifier en fonction de leurs abonnements, parce que c'est intéressant de savoir aussi sur l'ensemble de l'ESR, et ça permet ensuite d'avoir justement ces logos de certification de fiabilité sur les plateformes. Et puis de garantir une certaine qualité dans l'analyse des plateformes. Et l'année de certification est importante aussi, puisque maintenant on peut justement savoir, c'est pas quelque chose qui a été fait il y a 10 ans. C'est vrai que la fraîcheur de la certification a son importance. Donc on vous encourage à participer aux certifications des plateformes. Et peut-être qu'il y aura un badge pour les personnes qui certifient. Il y aura des badges. En fait, on va, au cours du sprint prochain, on va aussi proposer des badges pour les gens qui vont certifier. Je certifie une plateforme. Donc voilà pour les certifications. Donc, ouais. Donc quand vous certifiez une plateforme, vous recevrez ce mail qui vous dira que vous avez demandé une mise à jour et que c'est en attente de validation par Fred. Alors justement, on a fait un bilan des certifications pour les plateformes du CNRS. C'est un travail qui a été fait en amont par Sonia, que je remercie. Et puis ensuite, avec Catherine et Sonia, on a fait une espèce un arbitrage pour décider quelle plateforme serait certifiée éditeur. Donc, en préambule, il y avait déjà une certification H, comme l'a expliqué Steven, qui a été faite, donc que j'ai fait, qui consistait à vérifier que les plateformes contenaient bien au moins 80, enfin, que les événements de consultation dans EasyParse
comprenait au moins 95% d'identifiants, c'est-à-dire soit le titre de publication, soit les ISSN papier et électronique. Ce qui fait que grâce à ça, on peut ensuite faire des comparaisons avec les stats éditeurs, sinon ce n'est pas possible. Donc, le bilan pour les certifications H, on se retrouve avec 20 plateformes certifiées en 2019, ce qui représente, puisqu'on a regardé par rapport aux événements de consultation sur l'année 2019, ça représente ces 20 plateformes 81,96% des consultations JR1 du CNRS. C'est précis. Ça aurait pu mettre 82. Presque 82 et presque 60. Ouais. Alors, pour ensuite pouvoir certifier éditeur, donc publisher, ces 20 plateformes, donc on a fait cet arbitrage. Alors, Sonia, il y avait tout un processus, je le rappelle quand même. Il s'agissait donc de mettre en comparaison les stats éditeurs avec les stats EasyParse pour une année complète en GR1, donc article, HTML, PDF. Et s'il y avait une grosse différence sur les 10 titres les plus consultés, Sonia devait retester donc avec l'outil EasyLogger pour vérifier que les parseurs reconnaissaient bien ces éditeurs dans EasyParse. Donc, il y a eu des corrections qui ont été faites. Il y en a d'autres où il n'y avait pas de correction parce que le parseur était bien reconnu. Et ensuite, on a retraité tous les événements de 2018 et 2019 avec ces modifications qui avaient été faites pour pouvoir ensuite faire cet arbitrage sur les plateformes pour les comparaisons stat-éditeurs. Donc, on se retrouve avec 8 plateformes certifiées pour l'année 2018 parce qu'on n'avait pas tous les chiffres 2019, donc on a fait l'année complète 2018. Donc, on se retrouve avec ACS, Annual Review, Kern, qui sont certifiés 2018, EDP, non, je raconte des bêtises, Ambo Press, Marianne Liber, Nature Publishing, C Journal et Science Direct. Voilà. Et alors, quand vous certifiez donc éditeur, ça veut dire qu'elles sont quand même de bonne qualité, les données qui sont des éditeurs. Est-ce que vous le dites aux éditeurs? Est-ce que vous avez un échange par rapport à ça pour dire… On échange plutôt quand ça va. Quand ça va pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un… Oui, parce que je trouve qu'en fait, le fait qu'ils sachent qu'on va faire des contrôles et qu'on certifie des choses et tout ça, eh ben, ça veut dire aussi pour eux qu'il faut qu'ils fassent attention à ça. Enfin, tu vois, pour moi, il y a ça. Alors, en fait, le truc, c'est qu'on ne veut pas non plus empiéter sur le domaine de compétences de compteur et de l'audit qui est obligatoire. Et c'est vrai. Et puis après, il y a aussi une question de temps. Ça veut dire, déjà, quand ça ne marche pas bien avec les éditeurs, ça nous coûte du temps de leur signaler, de discuter avec eux, ce qu'on fait. Hein. Oui. Autant, c'est vrai que féliciter les éditeurs pour leur souligner qu'ils travaillent bien, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais déjà, on n'en a pas trop de luxe. Et puis, c'est fait, normalement, c'est pris en charge par le compteur. On pourrait leur faire des… Non, mais c'est vrai que si Counter le fait, ça veut dire… Normalement, il y a déjà ça, et donc ça ferait un peu un double… Ce que je voulais préciser quand même, c'est que… C'est quelque chose avec lequel on peut échanger avec eux quand on discute sur d'autres sujets. Peut-être mais ça, peut-être on pourra soumettre l'idée côté Coupa, de signaler aux négociateurs quand l'éditeur est plutôt vertueux de ce côté-là. Et puis là, c'est un travail aussi qu'on initie, c'est-à-dire qu'il y a encore peu d'éditeurs qui étaient certifiés. Donc là, maintenant, on a vraiment bien établi le process pour le faire. Et c'est quand même un gros travail avec Sonia et puis Fred, c'est un gros travail. Donc c'est pour ça aussi qu'on demande une collaboration et qu'on va encourager les badges. Et effectivement, une fois qu'on aura un certain nombre, on pourra faire une campagne où on va en parler. Ce que je veux quand même préciser, c'est que sur les 20, il n'y a que 8 plateformes qui sont certifiées. Ça représente quand même presque 60% des événements de consultation JR1 du CNRS. Mais sur ces 20 plateformes, il y en a qui sont de bonne qualité, qui sont bien reconnues dans les IPARS. On n'a pas eu de correction à faire lors des tests que Sonia a fait. Mais on se retrouve quand même à l'évidence que les stats éditeurs ne correspondent pas avec les stats EasyParts. Il y a un écart qui est supérieur à 5%. Mais ça ne veut pas dire que nous, on ne reconnaît pas bien les plateformes. Donc après, c'est voir aussi avec l'éditeur s'il n'y a pas une histoire de dédoublonnage ou de choses comme ça qui fait qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres. Parce qu'en fait, quand on a une certification H, là, on voit vraiment la réalité des consultations. On est vraiment en direct. Donc, ce qui fait que souvent, les plateformes certifiées H sont des plateformes qui ont un DOI.
Mais oui, ou une PKB, donc une liste Cabart avec les titres des revues qui est bien mise à jour et qui fonctionne. C'est 4 cartes, par exemple, on a mis à jour un bouquet qui était énorme. Donc voilà, c'est des résultats. Je pense que quand même c'est encourageant. On aurait aimé que par exemple iWire soit certifié, c'est pas le cas. On a un écart de plus de 20%. Ah ouais. Oui. Parce que pour la même plateforme, ils ont 2 éditeurs différents comme Science ou PNAS. Ils n'attribuent pas les mêmes paramètres sur la même URL. C'est-à-dire que sur certains, on va être sur un article et sur d'autres sur un abstract. Et on ne peut pas faire un niveau en dessous, dans le cas d'iWire, parce que c'est un agrégateur, et dire, pour PNAS, on est bon pour... C'était le cas pour Sage Journal qui était chez iWire, on a certifié. Mais voilà. Ça complexifie après. Oui, ça complexifie. Mais des fois, oui, d'un éditeur à l'autre, on passe du simple au double. D'autant que c'est un peu étonnant, parce que généralement, quand on a une plateforme technique commune avec plusieurs éditeurs, la plateforme technique, elle se comporte de la même façon pour tous les éditeurs. C'est plutôt un cas bizarre d'avoir un opérateur technique qui ne fait pas la même chose pour tous les éditeurs et tous les périodiques qui l'hébergent. Ouais, c'est un vrai casse-tête avec Yannick qu'on s'est retrouvé à faire des bidouilles, mais après quand on commence à bidouiller, faire marcher l'un et l'autre, ça ne marche plus sur une autre. Donc, souvent, c'est parce que c'est des rachats d'éditeurs. Il y a des couches historiques. Et donc, ils rajoutent des couches, ils adaptent leur système pour que ça fonctionne quand même. Ils bricolent aussi de leur côté. Et Yannick, il n'aime pas trop quand on bricole. Il a raison, parce que ça fait des patchs de partout. C'est pas beau, c'est pas beau. Ouais. Donc voilà pour les certifications et on va essayer d'entamer celle de 2019. Bon, après, il va y avoir la bascule avec Counter 5, donc on va voir un petit peu comment on va s'organiser. Et là, je laisse la parole à Dominique et Thomas. Ouais, collaboration avec le CLC. Depuis le début 2019, on a signé un accord de partenariat avec le CLC et OCLC commence à travailler concrètement avec nous sur certaines plateformes parce qu'en fait, donc, ils ont intégré EasyParse sur leurs installations. Ils proposent depuis un mois voilà, le petit icône que j'ai rajouté là, EasyProxy Analytics, dans leur distribution, qui est en fait ce qu'un EasyMeasure à l'OCLC. Donc, ils ont mis en œuvre EasyParse, ils ont produit des événements de consultation qui chargent dans des élastiques. Et ils proposent des tableaux de bord à leurs clients qui souscrivent à EasyProxy Analytics. Donc, c'est leurs clients en mode hébergé. Voilà, tous les clients qu'ils ont qui n'ont pas une instance EasyProxy locale, mais qui louent une instance EasyProxy dans une ferme de serveurs opérée par OCLC. Donc, c'est très peu le cas sur le territoire français. Je crois qu'il y a un établissement ou deux qui souscrivent à cette offre-là. La plupart des établissements avec lesquels, membres de Couperin avec lesquels on travaille, ont des instances locales d'EasyProxy. Donc l'idée, c'est bien celle-là, c'est que OCLC a procédé à l'installation et au déploiement pour son millier d'instances, je crois, ouais, des instances d'EasyParse dédiées, et a rajouté une couche de tableau de bord très similaire à ce qu'on fait dans EasyMeasure, mais eux, ils ont adopté la solution générique, donc Elastic et Kibana. Et maintenant, ils commercialisent ce service-là sous le nom de EasyProxy Analytics. Vous avez peut-être vu passer l'annonce de l'offre commerciale dans vos boîtes mail il y a quelques temps. Et je rappelle qu'on a un communiqué de presse aussi qui est paru au moment où on a signé cet accord de partenariat qui détaille de façon un peu plus précise les tenants et les aboutissants de cet accord, disponible sur le site de Couperin. Voilà. Donc la problématique avec l'OCLC, c'est que leurs clients sont abonnés à des plateformes qui ne sont pas forcément reconnues par EasyParse parce qu'en fait le public n'est pas le même, donc les abonnements ne sont pas les mêmes. Donc on est en interaction avec eux pour analyser ces plateformes et puis faire les parseurs correspondants. Ça fait partie de l'accord en fait.
Voilà, donc là, on a commencé le travail avec 2 plateformes, UpToDate et SM, je sais plus ce que c'est. SM, c'est médical. C'est marqué là. Symptômes média. Symptômes média, enfin, c'est une plateforme médicale. Oui, c'est ça. Symptômes média. Et donc, du coup, on remercie aussi Catherine du service traduction qui nous a permis de proposer la documentation, justement, de la procédure, la documentation de la procédure pour analyser une plateforme sur Analogis qui n'était jusqu'ici qu'en français. Et donc maintenant, on a pu leur communiquer cette doc en anglais pour qu'ils puissent contribuer. Voilà. Donc ils pourront faire des analyses et éventuellement même faire des parseurs, même si là, c'est nous qui les avons fait. On va passer à la partie du pas. Là, tiens, reprends le souris. Qu'est-ce que tu veux faire avec? La police. Donc pour EasyParse, pareil, il a subi une mise à jour de ses dépendances comme pour Analogist. Donc ce sont les mêmes bases de dépendances. Nous avons ajouté une fonctionnalité que nous voulions ajouter déjà dès la version 3 d'EasyParse et qui nous a été demandée. Donc c'est l'import-export de paramètres prédéfinis. Donc les paramètres prédéfinis, on pourrait voir ça comme une suite de paramètres qui permettent de transformer des logs en événements de consultation. Par exemple, on peut avoir une regex en sortie qui cible les champs qu'on voudrait avoir dans les événements de consultation. Donc pour importer un paramètre prédéfini, ça se trouve dans la page traiter vos logs sur la partie paramètres avec cette petite icône d'import. Donc quand on clique dessus, on aura ce formulaire. Donc en cliquant sur parcourir, on ira chercher le fichier de paramètres prédéfinis qu'on aura exporté auparavant ou qu'on aura téléchargé. Et donc ça remplira automatiquement les champs tels que le nom, l'identifiant et le pays. Et ça le mettra en tant que nouveau paramétrage. Donc pour exporter un paramètre prédéfini qu'on aurait créé auparavant et enregistré, on peut, sur le choix des paramètres prédéfinis, cliquer sur ce bouton et on aura exporté et ça exportera au format JSON. Donc, ce qui permettra d'importer ce paramètre prédéfini sur plusieurs instances d'EasyParse ou de nous l'envoyer pour qu'on l'intègre dans les prédéfinis qui sont globaux à EasyParse. Si on se trompe, on supprime. Oui, mais il y a une validation avant de supprimer. D'accord. Voilà. Alors, la fonctionnalité, elle existait déjà en local. Sur les instances locales, on pouvait sauvegarder des prédéfinis. Sauf que là, l'intérêt qu'il y a, c'est que quand vous exportez vos prédéfinis, donc un paramétrage particulier pour une sortie particulière, vous pouvez après nous l'envoyer pour qu'on l'intègre aux ressources globales d'EasyParse, ce qui permet après de l'utiliser dans l'automatisation des traitements. C'est-à-dire que le prédéfini, il a un joli nom. Et comme ça, vous pouvez appeler ce joli nom dans vos lignes de commande qui vous évite d'avoir à remettre tous les paramètres qui pourraient, les paramètres particuliers que vous désirez pour votre traitement. Donc pour la suite de la mise à jour d'EasyParse, dans la partie administration et plateforme, j'ai rajouté le même champ que sur Analogist pour afficher les plateformes certifiées HTTP. Donc voilà pour ce qui est de la mise à jour d'EasyParse. Donc là, je laisse la parole à Yannick, Dominique. Je commence, et puis tu termines. Donc, c'est le thème du sprint, c'est Docker. Docker, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de virtualisation, de containerisation. Alors, les puristes diront que c'est pas vraiment de la virtualisation, c'est de la containerisation. Donc, ça touche à l'architecture. Donc, les schémas, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est. C'est pas, c'est pas forcément pour expliquer en détail ce que c'est. C'est juste pour vous dire que ça facilite le déploiement en fait d'EasyParse ou d'EasyMeasure ou à terme de ReadMetrics
Et donc, c'est pour ça qu'on attaque en fait le travail sur ce sujet-là. Donc, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle des containers. Donc, c'est des petites boîtes en fait qui s'installent plus facilement après sur les machines sur lesquelles on veut les installer. Et donc, un applicatif, ça va être un ensemble de petites boîtes, un ensemble de containers. Donc, voilà. Et donc, du coup, ça nous fait réfléchir sur l'architecture de l'applicatif et sur son fonctionnement, parce qu'en fait, il y a des conséquences sur le fonctionnement de l'appli quand on se met à vouloir faire de la containerisation, de la dockerisation. Et là, je passe la main à Yannick. Donc ce sprint a été l'occasion de réfléchir et surtout d'explorer sur des problématiques liées à Docker. Notamment, on aimerait doucement pousser de plus en plus vers une utilisation de Docker pour EasyParse, en particulier pour pouvoir plus facilement l'intégrer à la suite logicielle qu'on appelle maintenant ReadMetrics. Et un des problèmes Docker pose un certain nombre de problèmes dans le cas d'EasyParse, et un de ces problèmes-là est que EasyParse possède sa propre méthode de mise à jour. Donc, on peut mettre notamment à jour les plateformes et les middleware directement depuis l'interface web. Mais dans un contexte, dans un environnement sous Docker, ces mises à jour ne seront pas prises en compte directement et vont nécessiter un redémarrage d'EasyParse. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un EasyParse à jour, qui a l'air à jour, mais qui ne l'est pas quand on fait des traitements. Donc, on a réfléchi à cette problématique et un des moyens de contourner ça serait de rendre EasyParse compatible multicœur, ce qui nous permettrait, entre autres, déjà d'améliorer la résistance à la charge d'EasyParse sur les traitements parallèles, et surtout, lorsqu'on mettrait les plateformes ou les middleware à jour, ça nous permettrait de redémarrer EasyParse de manière cœur par cœur, ce qui garderait le service actif et permettrait de bien prendre en compte les changements qui ont été faits. Donc là, on a exploré un petit peu sur cette piste. Donc passer EasyParse en compatible multicœur est relativement simple. Malheureusement, ça pose un certain nombre de contraintes techniques qui sont actuellement non triviales à régler. Voilà, mais donc c'est une piste qui reste encore à approfondir. J'ai pas tout compris, mais Oui. ah bon. Mais en fait, ouais. Non, c'est pas ça. C'est que je comprends bien les implications que ça a. Mais pourquoi vous voulez passer, pourquoi vous intéressez à Docker? Parce qu'en fait, ça facilite les déploiements après. C'est-à-dire qu'après, juste, si tu voulais installer un ReadMetrics, plutôt que d'avoir installé un EasyParse, installer un EasyMeasure, de configurer le fichier de log et tout ça, on ferait une commande qui serait un Docker Compose up, et puis voilà, et hop, et tout le paquet, ça s'installe et tout, voilà, quel que soit tout est dépendant. À partir du moment où tu as un Docker, en fait, tu as un outil Docker installé sur tout. Voilà. Et donc là, ça c'est pour montrer qu'on a du côté EasyMeasure, en fait, on est déjà en mode Docker. Et il se trouve que l'avantage d'être en mode Docker, c'est que Elasticsearch, enfin la suite Elastic, via des plugins, est compatible en fait avec Docker. Et donc du coup, ça permet de faire de l'auto-administration, c'est-à-dire que d'avoir une partie on pourrait réserver une partie d'EasyMeasure ou de ReadMetrics à l'administration de l'applicatif, c'est-à-dire qu'on voit la charge des différents services, parce qu'en fait, quand on parle Docker, on parle de différents microservices. Donc là, on voit, par exemple, si on regarde, il y a le reporting, il y a le frontal EasyMeasure, enfin, il y a différents modules, et on voit s'ils sont chargés ou pas, si ça fonctionne bien. Et donc, du coup, là, par rapport à ta question, ça, c'est pour le côté sur la gauche, c'est le fichier qui est exécuté et qu'on lancerait éventuellement, la commande qu'on lance pour charger tous ces containers qui vont fonctionner entre eux. Donc, on décrit en fait tout ce dont on a besoin, comment ça fonctionne, comment ça interagit, et puis tout se lance.
Donc du coup, toujours sur Docker, on déborde un peu sur EasyMeasure. Une des problématiques qu'on a eues pendant ce sprint, EasyMeasure est prévu, contrairement à EasyParse, ça a été prévu pour Docker, pour tourner sous Docker de base. Cependant, on a eu quelques soucis avec notre nouveau service de reporting. Donc, il faut savoir que pour proposer du reporting, on utilise une technologie qui s'appelle Puppeteer. Pour faire simple, quand on génère un rapport, Puppeteer lance un navigateur. C'est aussi bête que ça. Il lance un navigateur, il va aller consulter le tableau de bord et il va faire un screenshot, pour faire simple. Le souci étant que Puppeteer, dans le cas comment je dirais, quand il est lancé sous Docker, a du mal à fermer le navigateur. Et on s'est retrouvé, c'est ce que vous voyez sur la droite, avec une prolifération en gros de processus zombies. Là, vous avez un cimetière de navigateurs là sur la droite. Ce qui nous a valu d'ailleurs une panne d'EasyMeasure pendant un jour pendant le sprint. Donc, ce problème-là a été réglé, ça a demandé pas mal d'exploration et on en a profité au passage pour utiliser une seule et unique instance de Puppeteer, c'est-à-dire un seul et unique navigateur pour générer tous les rapports que l'on a à faire journalièrement. Voilà. Et voilà. Bon, bah, c'est bien. Merci. Merci. Tout ça c'est du travail de fond Oui. qui n'est pas forcément visible par l'utilisateur, mais qui prend du temps. Voilà. Okay. On va passer à la partie EasyMeasure. Et justement, tu parlais de reporting et donc on est dedans. Ce nouveau service donc, de reporting, donc je rappelle ce que c'est quand même, c'est la possibilité d'envoyer des tableaux de bord en format PDF, que ce soit un format, donc un tableau complet ou optimisé pour une impression, c'est-à-dire les visualisations découpées page par page, à une liste de diffusion ou à des personnes physiques. De façon avec une périodicité qui peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle, enfin comme vous voulez. Et donc grâce à Steven et Yannick qui ont développé ce plugin, maintenant il y a la possibilité de l'avoir en tant qu'établissement si vous êtes automatisé. Donc les chargements automatiques, ça vous permettrait donc d'envoyer un tableau de bord à votre service ou à votre direction de façon automatique. Donc nous, on l'a forcément installé au CNRS et on l'a fait pour BitCNRS et pour Istex. Et on a aussi trois autres établissements qui ont souhaité participer donc un peu à cette mise en place, l'Université de Lille, Aix-Marseille et le CNAM. Et donc on a eu des retours de Lille et donc Lille de Rachid Alouat et Aix-Marseille de Laurent Millier. Et donc, ils étaient très satisfaits. Donc, voilà. Donc, je t'invite vraiment, en tant qu'établissement, à automatiser vos chargements dans EasyMeasure et aussi, donc, par la suite, de créer des tâches de reporting. Il y a un article dans le blog qui explique comment ça fonctionne avec des petites vidéos que Steven a fait. Donc, c'est vraiment facile. Et l'avantage du reporting, c'est que ça permet à des collègues qui n'auraient pas envie d'accéder au tableau de bord, qui n'auraient pas envie d'avoir à prendre en main l'outil Kibana des tableaux de bord, de recevoir dans leur boîte aux lettres des rapports formatés avec des images représentatives de ce qu'on trouve dans le Kibana quand on le manipule. Pas de login, pas de mot de passe. On reçoit directement dans sa boîte. Voilà, c'est ça. Pas forcément que pour les décideurs, mais dans l'équipe qui gère la ressource électronique, tout le monde n'a pas forcément du temps à consacrer à ça, mais tout le monde est peut-être intéressé d'avoir un rappel régulier chaque semaine ou chaque mois de ce qui se passe sur le front de la ressource électronique dans son établissement. C'est un moyen simple d'y arriver. Et les tableaux de bord, on peut vraiment les adapter en fonction de ce qu'on veut montrer. Ça peut être un tableau très simple de façon hebdomadaire avec des données génériques, comme un tableau axé sur une plateforme éditeur, comme ça peut être pas mal de choses.
Et on peut créer autant de tâches qu'il y a besoin de tableaux de bord. Dominique va parler des chargements des données isométriques. Oui, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on collabore avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Donc, depuis octobre 2019, donc on a un accord de partenariat avec la Bibliothèque du Luxembourg, avec le consortium Luxembourg. On leur a mis en ligne leur instance d'EasyMesure. Donc, c'est aussi le début d'un travail pour arriver à un read metrics. Et on a chargé leurs données, donc leurs données d'usage de 2018, 2019, et là j'ai chargé aussi ce matin 2020, janvier 2020, et donc ça s'est bien passé. Donc là en fait c'est un tableau générique qu'on voit ici, mais je vais passer la main à Teresa en fait si elle nous entend. Oui, oui. Voilà, donc je te passe la main pour que tu nous parles en fait de ce que vous faites avec les données. Voilà. Effectivement, bon, merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Teresa Fernandez, je travaille pour les consortiums Luxembourg. Donc, et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu le résultat de notre collaboration avec l'équipe SETIM. Donc ici, vous voyez notre tableau de bord de nouvelles métriques appelées New Metrics, Read Metrics, qui sont des données qui sont enrichies sur base de DOI avec des données en paywall pour déterminer les statuts Open Access. Donc, je vais copier ici aussi sur les chats les liens de notre descriptif du projet. Comme ça, s'il y a quelqu'un, attendez, quelqu'un qui veut avoir un peu plus d'infos, voilà. Ouais. Bon. Donc, voilà. Donc, on va parler un peu de nos cas d'utilisation. On a deux cas principaux. Un, c'est surveiller les taux Open Access parmi les articles lus. Donc, une métrique qui pour nous permettrait de baisser les coûts d'abonnement de manière proportionnelle à la croissance du contenu Open Access. Et puis, on veut disposer d'une métrique plus riche que les counters pour renégocier nos abonnements. Donc là, on va voir qu'avec nos analyses, nous, on obtient un prix par téléchargement entre 2 et 5 fois supérieur par rapport à Counter. Donc, on ne veut pas dire que Counter, c'est faux, mais nous, on a une approche un peu différente, nos chiffres sont différents. Ça nous permettra peut-être de proposer des nouveaux modèles d'abonnement, par exemple le Patron Driven Acquisition, ou d'estimer les accès qu'on va manquer si on décide de désabonner. Après, pour l'instant, on a aussi d'autres cas qu'on envisage avec ces données au niveau article. Par exemple, on peut établir si nos propres publications nationales sont lues, ou on discute aussi la faisabilité des analyses des citations sur base des articles lus, donc qui va un élément additionnel sur la valeur. Donc ici, concrètement, je vais vous montrer le tableau de bord de la plateforme Native Publishing. Je pense que Frédéric il va m'assister avec pour signaler un peu de quoi je parle parce que c'est quand même très petit. Donc les chiffres très petits qui sont en haut à droite. Donc là, c'est, on va dire, des indicateurs des contrôles internes général, c'est le nombre total de téléchargements, la période, etc. Et puis ensuite, on a 3 rangées de données. Donc, on va commencer avec les graphiques camembert. Donc, les premières graphiques à gauche, c'est les années de publication. Là, on isole les articles par année de publication. C'est un peu similaire au rapport Counter-DA5. Et pourquoi? En fait, c'est parce que les coûts d'un abonnement annuel portent en général sur les publications de l'année en cours. Et les années précédentes sont souvent proposées de manière gratuite en accès pérenne. Donc, on prend en compte juste un seul année. Et comme ça, on peut établir les coûts d'abonnement annuel. Ensuite, on passe au graphique de milliers, que c'est le format du fichier. Donc, nous, on est limité au type de source article. Donc, il s'agit principalement des HTML ou PDF.
les graphiques à droite vont nous indiquer la proportion d'articles en open access. Donc ici, on veut connaître les articles en open access parce qu'en fait, ils sont de libre accès et pourtant gratuits. Donc, on ne veut pas les payer. Pour nous, c'est un métrique qui va permettre de baisser les coûts d'abonnement, comme j'ai déjà dit, de manière proportionnelle à la croissance de contenu en open access. Mais c'est également l'analyse les plus difficiles et on espère que le travail actuel sur les données en paywall va permettre pas seulement améliorer la performance, mais aussi peut-être la différenciation de versions, en fait, parce que les versions pré-print, post-print, les versions publiées par l'éditeur. Donc voilà. Après, ensuite, on a deux rangées qui sont en relation, en fait, parce que la première rangée, en haut, représente le total d'articles open access et non open access. Et puis, celle de dessus, c'est seulement les articles non open access. Parce que nous, les articles non open access, c'est la quantité d'articles qu'on est prêt à payer. Donc, si on commence avec la chiffre à gauche, là, donc, qui signale Frédéric, c'est les taux de présence de DOI. Après, au milieu, on a les 6894, représente le nombre d'articles après avoir éliminé les téléchargements répétitifs. Donc, le PDF et les HTML confondus à l'intérieur d'une session que pour nous, les cookies de session, c'est limité à 24 heures. Donc, comme vous voyez, on perd déjà un tiers de téléchargement. Donc, on passe de 10 900 à 6 900 en éliminant les téléchargements multiples des utilisateurs. Et puis, après, comme différents utilisateurs peuvent télécharger les mêmes articles, on veut aussi être plus précis et connaître le nombre d'articles uniques entre sessions, que c'est les 5200 qu'on voit là. Donc, on perd encore un quart par rapport à ces 6900. Donc voilà, la deuxième rangée, donc comme j'ai déjà dit, c'est limité aux articles non open access. Ici, c'est quand même assez intéressant de voir que si on compare les deux rangées, la partie open access va représenter plus ou moins les 50% dans les trois cas. Et tandis que Nature n'est pas connue par ses activités open access. Donc, dans ces 50%, on a les titres Gold Open Access comme Nature Communication ou Nature Scientific Reports. Et on a aussi les versions alternatives pré-print, post-print qui sont peut-être pas chez Nature. Donc, en conclusion, pour nous, l'approche numérique montre que par rapport à un rapport Counter DF5, on voit une forte diminution de l'utilisation. Donc, on passe de presque 11 000, puis à 7 000 et puis à 5 100 en éliminant simplement tous les téléchargements multiples. Donc, un prix de téléchargement doublé par rapport à Counter. Et en cas de désabonnement, on n'aurait pas besoin de procurer les 11 000 articles qu'on a au début, mais plutôt les 3 200 qui sont non open access, non, de 3 177. Voilà, donc ça c'est un peu notre analyse de données qu'on a fait. Et voilà, je ne voulais pas finir sans remercier l'équipe CETIM pour tous les efforts et l'énergie qui sont mis dans notre travail en commun. Et je pense que cet outil, on a commencé juste seulement à l'utiliser. On va pouvoir quand même exploiter encore beaucoup plus. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Teresa. J'ai juste une question pour préciser. Quand vous éliminez les téléchargements multiples donc sur le même article, c'est toujours dans une session de 24 heures? Oui. D'accord. Oui, on a limité un cookie de 24 heures, oui. D'accord, ok. Donc en fait, on essaye de retrouver une approximation du couple chercheur-ressource en disant, nous, le compte, c'est un chercheur unique pour une ressource unique. Ouais. Et ça ne nous intéresse pas. Alors que Counter, lui, il compte juste deux accès très proches par la même personne. Mais sur une durée de 30 secondes. Là, c'est à une échelle de 24 heures. Et on voit le genre de dédoublement, on voit la chute drastique de ce qu'on peut aussi appeler une consultation, considérant qu'un même chercheur télécharge 2-3 fois le même article, en fait, c'est télécharge un article. En fait, on voit que c'est un changement de comportement des usages. Oui, comme c'est en ligne, comme le chercheur, il ne va pas télécharger un article, il va revenir plusieurs fois dans la journée. Donc ça, c'est un regard qui est assez intéressant, je trouve. Ça change un peu la perspective quand on regarde ce type de choses.
Merci. Merci beaucoup, Merci Teresa. Teresa. Merci à vous. Je trouve que c'est très intéressant. Puis nous, ça nous permet de montrer la puissance, les possibilités qu'on peut offrir pour justement aller un peu plus loin dans les chiffres. Oui, effectivement. Ouais. On va poursuivre. Voilà. Donc là, avec les chargements des données éditeurs, en fait, j'avais proposé déjà il y a un bout de temps un POC pour pouvoir intégrer les données éditeurs, avoir une vue des données fournies par les éditeurs dans EasyMesure pour pouvoir, parce que la question c'est toujours de comparer les données EasyParse et les données éditeurs. Suite à ce POC, on a été un petit peu plus loin. On a une commande maintenant qui nous permet de charger facilement, c'est ce que vous voyez en haut, les données à partir du moment où elles sont téléchargées brutes de chez l'éditeur, qu'elles sont vraiment bien counter, on peut les charger assez facilement. J'ai proposé ça à une réunion GTI. On a eu plusieurs organismes qui ont répondu présents. Jacqueline ici pourra en témoigner. Et c'est aussi l'occasion de proposer EasyMesure à des organismes qui n'ont pas un EasyProxy, qui n'ont pas forcément des données analysables avec EasyParse, et qui peuvent du coup tester EasyMesure via ce type de tableau de bord qui sont spécifiques éditeurs. Voilà. Et donc on est en montée en charge avec cette fonctionnalité. On en discutait encore. Donc là, ça c'est du Counter 4. On en discutait tout à l'heure. On va probablement investiguer pour poursuivre avec du Counter 5. Parce qu'en fait, les données Counter 5 ressemblent beaucoup à ce qu'on a déjà dans EasyParse. Les investigations, ça ressemble beaucoup aux événements de consultation. Et donc, on va probablement proposer le même type de POC, de test avec les données Counter 5. Voilà. Donc, si vous avez des rapports JR1 bornes dans un coin de votre disque dur, préférablement au format CSV, TSV non modifié, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse les intégrer à un index dédié sur EasyMesure. Un espace carrément. Un espace dédié. On fera une information plus globale par comprendre dans quelques temps, je pense. Mais c'est effectivement une porte d'entrée dans EasyMesure qui peut être intéressante. Pour nous, c'est clairement une tentative d'hameçonnage en fait. Faire venir les gens dans EasyMesure pour une raison plus ou moins valide et ensuite leur faire découvrir que l'outil est intéressant. Et du coup, peut-être les encourager à adopter EasyParse et la façon classique d'utiliser EasyMesure. En fait, moi j'ai regardé un peu ce que ça donne pour le CNRS et je trouve ça vraiment sympa parce que c'est vrai que quand on a les tableaux Excel, alors on multiplie les tableaux, c'est vraiment réuni les années, les éditeurs, enfin c'est vrai bazar. Là, de tout savoir. Utilisateurs contents. Parce que moi, c'est ça que j'essaie de faire valoir. De tout savoir au même endroit et pouvoir facilement naviguer, faire des choix, tout ça, c'est si vous avez besoin avec un coup, un vrai utilisateur non payé. Non, mais récemment, on a changé avec Dominique du CNRS et dernièrement iWire parce que ça manquait quand même dans ce tableau. C'est vrai que ça donne un panel assez élargi de puissance directe. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout avoir. Si on n'a qu'une partie, ça perd de son intérêt. Après, ça dépend des éditeurs, comment ils donnent la possibilité de récupérer les rapports. Donc, plus c'est formaté, mieux c'est. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Si j'évoquais Counter 5, si vous avez envie de participer, on fera appel aussi à des organismes testeurs. Voilà. Est-ce que je prends? Voilà, j'en ai quelques-uns déjà, parce que comme je fais les 4 avec les historiques, je fais les 5 aussi en même temps. Donc je peux les mettre aussi dans les dossiers partagés. Pour moi, ça sera un premier. On va passer au tableau de bord négociation. Ça va aller très vite parce qu'il est midi. Donc l'idée, toujours un peu dans la même lignée, de mettre EasyMesure à contribution pour des cas d'usage un peu concrets, qui correspondent à la demande à laquelle on essaie de répondre. C'est celle de mettre à disposition pour les négociateurs couvrants
des tableaux de bord de données agrégées, donc des données tout seulement vues établissement par établissement, mais par ressource, pour tous les établissements qui reversent des données pour cette ressource. Donc, profitant du fait que les données EasyParse sont homogènes et qu'on peut les mettre en commun, on s'est mis à proposer des tableaux de bord pour les négociateurs qui en font la demande. Pareil, on généralisera pour chaque ressource. Mais donc, on a techniquement la possibilité maintenant de décliner ce tableau de bord pour chaque ressource pour lesquelles on a des données. Ça donne des choses qui sont plus ou moins convaincantes, notamment parce que on a pour l'instant seulement, c'est déjà pas mal, mais on a qu'une soixantaine d'établissements qui reversent des données dans les mesures, et donc on n'a pas toute la couverture d'abonnés pour toutes les ressources. Mais ça donne déjà une vue un peu différente de celle des statistiques éditeurs qu'on manipule jusqu'à présent. Voilà, effort commencé. On a commencé à en parler à la journée des négociateurs, et depuis on a eu 2-3 demandes de négociateurs qui veulent pouvoir accéder à ces données. Donc on va faire comme on a fait avec les établissements. On va accompagner les négociateurs, négociation par négociation, à prendre en main ces tableaux de bord et à leur expliquer ce qu'ils manipulent quand ils manipulent ces données. Et du coup, c'est les JR1 que tu as par mesure aujourd'hui. Non, là, c'est vraiment des données purement EasyParse. Ah, d'accord, ok. Tous les établissements qui utilisent EasyParse. Ah, d'accord, ok. Donc là, on a la vue EasyParse agrégée des données pour chaque ressource. Okay. Et tout est déjà en place. C'est-à-dire, là, on a accès directement à un tableau de bord qui est déjà fait. Voilà, donc on arrive à la fin de cette sprint review. La prochaine aura lieu le mardi 31 mars 2020. À signaler donc le premier workshop Readmetrics Luxembourg qui aura lieu le 11 et 12 mai 2020. Si vous voulez en rajouter un petit peu quelque chose là-dessus, donne. Eh bien, en fait, le truc, ça serait de faire un atelier où on discute de différents thèmes. Un des thèmes, ça sera les données NPWall. Justement, peut-être d'autres thèmes. Newmetrics, Newmetrics, Readmetrics, NPWall. Oui, je pense que c'est ça en fait. Voilà. Souvent, c'est qu'il est prévu. Il n'a encore pas, l'agenda n'est pas fini, mais oui, ça sera dans cette longueur d'ordre. Ouais. C'est vrai que j'aurais dû te demander directement à Teresa. Ah non, c'est peut-être mieux de demander à Thomas, oui. Et l'idée, c'est de faire ce travail de communication et de dissémination auprès de la communauté des consortiums internationaux, donc d'autres consortiums comme Cupra qui sont aussi très intéressés par ce genre d'outils et ce genre de démarches. Ouais. Et donc de pouvoir être force de position dans ce domaine-là. D'être aussi en présentiel pour pouvoir parler et justement travailler autour d'ateliers en fait, et montrer concrètement ce qu'on pourrait faire. La prochaine réunion GTI aura lieu le 27 avril 2020, donc le groupe de travail des indicateurs justement. Et, la date est arrêtée récemment. Je crois que la date du mois de juin aussi est arrêtée le 22 juin. Voilà. Alors, le prochain atelier EasyParse, EasyMesure, ce sera surtout, je crois, un atelier EasyMesure, aura lieu mardi 17 mars, donc s'il n'y a pas de grève à nouveau, à l'INSA de Villeurbanne. Donc, on est l'INSA Lyon de Villeurbanne. Voilà, l'INSA Lyon de Villeurbanne. Villeurbanne, c'est à côté de Lyon. Oui. Et donc, c'est la troisième tentative, puisqu'on a eu 2 tentatives échouées suite au GAV SNCF. Donc, on espère que la troisième sera la bonne. Donc, ça sera quand même un groupe. Le 30 mars, je ne pourrais pas être là. Le coronavirus. Non, on fera plein de conférences et tout ça. Voilà. On va peut-être terminer. Ouais, peut-être qu'il y a des questions. Il y avait des trucs dans le chat. J'ai vu que ça finit le pouce, tout à droite. Voilà, sur conversation. C'était Henriette qui posait une question sur Counter 4 ou Counter 5. Donc Counter 4, c'est effectif, c'est-à-dire que si vous avez des fichiers Counter 4
JR1 Counter 4, on peut vous les télécharger. Il ne faut pas qu'ils soient passés par Excel, hein. Il faut qu'ils soient bruts de téléchargement. Et on va lancer donc un POC sur du Counter 5. On va essayer de charger du Counter 5 dans les mesures et voir ce qui se passe. Un POC, c'est-à-dire un prototype. Oui, une preuve de concept pour montrer qu'on est capable de mettre du Counter 5 dans les mesures. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des personnes connectées? Je vois que Anne est là. Anne, est-ce que tu as des questions pour Open Edition éventuellement? Tu as vu que tu as vu les fonctionnalités d'import-export. Je sais que vous l'avez utilisé parce que vous avez plusieurs instances EasyParse. Oui, c'est parfait. J'ai vu le bouton du coup, le bouton pour importer. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours hein, si jamais voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis si vous avez des besoins de fonctionnalité aussi, il n'y a pas de souci, il faut nous en faire part et puis nous après on priorise. D'accord. Pour l'instant tout va bien, quoi, ça va. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et merci pour votre merci pour votre réactivité à chaque fois, c'est agréable. Ok, merci. Merci. Oui, merci. Eh bien, on va clôturer cette séance et aller manger. Et on vous remercie beaucoup de votre participation et on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.